Dans ce tutoriel proposé par la SG Service, nous allons découvrir la classification ascendante hiérarchique ou CAH. Nous aborderons la méthode étape par étape, depuis le calcul des distances entre les observations jusqu'à la constitution des groupes, afin de comprendre comment la classification ascendante hiérarchique permet d'identifier des classes homogènes et interprétables. La classification ascendante hiérarchique, ou CAH, est une méthode statistique qui permet de regrouper progressivement les individus selon leur degré de similarité. Elle s'appuie d'abord sur une matrice de distance, puis construit un dendrogramme représentant les différentes étapes du regroupement. Il est ensuite possible de choisir un niveau de coupe du dendrogramme afin de définir les classes finales. La CAH permet ainsi de visualiser une structure hiérarchique, allant des groupes les plus homogènes au regroupement plus large. Avant de procéder à la classification, il est essentiel de choisir une mesure de distance adaptée aux données. Pour les variables quantitatives, on utilise généralement la distance euclidienne ou la distance de Manhattan. Pour les données catégorielles, on peut recourir à des mesures fondées sur le phi carré. Enfin, pour les données mixtes ou séquentielles, des approches comme la distance de Gower ou la fonction secdist sont particulièrement adaptées. Le choix de la métrique est donc une étape déterminante. Elle doit être cohérente avec la nature et la structure des données analysées. La distance euclidienne est l'une des mesures de distance les plus couramment utilisées. Elle permet de mesurer l'écart entre deux observations en calculant la racine carrée de la somme des différences au carré pour l'ensemble des variables. Particulièrement adaptée aux variables quantitatives continues, elle offre une mesure simple, intuitive et facilement interprétable de la proximité entre les observations. La distance de Manhattan additionne les différences absolues entre les variables, comme si l'on se déplaçait dans une ville en suivant un réseau de rues en quadrillage, plutôt que de se déplacer directement en ligne droite. Elle peut constituer une alternative intéressante à la distance euclidienne lorsque le nombre de dimensions devient important, notamment au-delà d'une trentaine de variables. Dans ce contexte, elle peut permettre de mieux différencier les observations et de faire ressortir plus clairement leur proximité ou leur éloignement. La formule traduit directement cette définition. La distance de Manhattan correspond à la somme des écarts absolus entre les coordonnées correspondantes de deux observations. En pratique, chaque dimension contribue par un écart, puis l'ensemble de ces écarts est additionné sur les différentes dimensions de l'espace pour obtenir la distance entre les deux observations, notée des A, B. La distance de Gower est particulièrement adaptée lorsque les données combinent des variables quantitatives et qualitatives. Elle permet de prendre en compte ces différents types de variables au sein d'une même mesure de distance et produit un résultat compris entre 0 et 1. Une valeur proche de 0 indique que les observations sont très similaires, tandis qu'une valeur proche de 1 traduit une forte dissimilarité. Cette flexibilité en fait une méthode particulièrement adaptée à l'analyse de données hétérogènes et au jeu de données rencontrées en pratique. Dans la distance de Gower, le terme de similarité S-indice XIJ dépend de la nature de la variable considérée. Pour une variable qualitative, il prend la valeur 1 lorsque les deux observations présentent la même modalité, et 0 lorsqu'elles sont différentes. Pour une variable quantitative, la similarité diminue en fonction de la différence absolue entre les deux valeurs, après normalisation par l'étendue de la variable. Dans cette notation, P représente le nombre total de variables, X et Y désigne les deux observations comparées, et J correspond à la variable considérée. La distance de Gower combine des variables quantitatives et qualitatives, mais elle présente deux limites importantes. Les catégories rares et les combinaisons rares ne sont pas entièrement reflétées, et les variables qualitatives peuvent influencer la distance davantage que les variables numériques. Une différence d'une unité complète dans les nombres est très forte. Le phi carré est une distance basée sur le chi2 pour des données purement qualitatives. Elle compare deux observations en additionnant les écarts variable par variable, puis en les pondérant selon la fréquence d'apparition de chaque catégorie. Cela signifie que les catégories rares comptent davantage, donc les profils inhabituels ressortent clairement. La distance du phi carré se note, des phi carrés de I, J. Dans cette notation, I et J désignent les deux observations que l'on compare. K représente une catégorie, tandis que Q correspond au nombre total de catégories. Enfin, Fk désigne la fréquence de la catégorie K. La formule permet ainsi de transformer les différences entre les observations en une distance pondérée, en tenant compte de la fréquence de chaque catégorie.
Dans R, nous commençons par charger le package ADE4. Nous appliquons ensuite la fonction dudi.acm aux données, qui contiennent 5 variables catégorielles. Cette analyse des correspondances multiples permet de représenter les observations dans un espace factoriel. Nous utilisons ensuite la fonction dist.dudi pour calculer la matrice des distances. Cette matrice constitue alors la base numérique nécessaire pour réaliser les étapes suivantes de la classification hiérarchique. Ensuite, nous choisissons une méthode d'agrégation pour construire le dendrogramme. Les méthodes de liaison simple, de liaison complète, de liaison moyenne et de Ward peuvent produire des structures hiérarchiques différentes. Dans ce tutoriel, nous privilégions la méthode de Ward, car elle cherche à former des groupes aussi homogènes que possible. Elle repose sur la minimisation de l'inertie intraclasse, ce qui favorise des groupes compacts et bien structurés. La méthode de Ward est souvent décrite comme une minimisation de la variance, mais plus précisément, elle minimise l'augmentation de la somme des carrés. Comme les choix de distance varient, vous pouvez avoir besoin de plusieurs dendrogrammes avant que le résultat ait du sens. Dans R, la fonction clust utilise l'argument méthode égale Ward. D2 pour cette version. Ici, la fonction clust utilise la matrice de distance pour construire l'arbre hiérarchique selon la méthode de Ward, avec le critère Ward D2. Le graphique, intitulé dendrogramme, représente les différentes étapes de fusion des observations à mesure que la hauteur augmente. Une jonction située à une hauteur élevée indique une dissimilarité plus importante entre les groupes fusionnés. La structure des ramifications permet ainsi de visualiser progressivement les regroupements et d'identifier les différentes classes présentes dans les données. Pour obtenir une partition finale, nous devons couper le dendrogramme à une hauteur donnée. Le choix de cette hauteur permet de déterminer le nombre de classes à retenir. Dans cet exemple, la structure du dendrogramme fait apparaître deux groupes clairement distincts. La coupure permet donc d'obtenir une partition en deux classes, facilement identifiable et interprétable. Nous examinons maintenant les sauts d'inertie pour affiner le nombre de classes. Le graphique montre une forte baisse au début, puis des changements plus faibles à mesure que le nombre de classes augmente. Ce motif en coude indique où les clusters supplémentaires n'apportent plus beaucoup de valeur et où la partition devient stable. Après l'analyse des correspondances, 3 baisses nettes de l'inertie ressortent à 2, 5 et 8 classes. Ces points de rupture, mis en évidence en vert, rouge et bleu, nous aident à identifier des fusions de clusters pertinentes plutôt que de forcer une partition trop tôt dans le dendrogramme. Nous allons maintenant visualiser ces différentes partitions directement sur le dendrogramme. À l'aide de la fonction rect.clust, nous encadrons les solutions correspondant à 2, 5 et 8 classes. Cette représentation permet de comparer visuellement les différentes partitions et d'identifier plus facilement la structure des groupes. Elle permet également de visualiser immédiatement le niveau de coupe retenu sur le dendrogramme. Ici, les partitions sont superposées à un dendrogramme plus grand, avec des cadres verts, rouges et bleus qui montrent différents niveaux de coupe. L'idée clé est que toutes les branches n'ont pas la même importance. Ces zones mises en évidence marquent les structures candidates que nous comparerons avant de choisir une solution finale. Une fois les coupes candidates identifiées, nous pouvons tester chaque partition dans R. Le code découpe l'arbre en 2, 5 et 8 clusters, puis additionne l'inertie pour chaque option afin que nous puissions les comparer sur la même échelle. Nous organisons ensuite les valeurs d'inertie dans un tableau, puis nous utilisons la fonction which.minute pour identifier la plus petite valeur. Le résultat confirme notre analyse. La partition optimale correspond à k égale à 2. La solution à 2 classes apparaît ainsi comme le choix le plus pertinent et le plus simple à interpréter pour cet exemple. Cette conclusion est cohérente avec la structure du dendrogramme. La partition retenue est composée de 2 classes. Pour obtenir cette partition, nous utilisons la fonction qtray, avec k égale à 2, afin de couper l'arbre et d'attribuer chaque observation à l'une des 2 classes. Le tableau des fréquences montre ensuite une répartition inégale des observations, avec 1447 observations dans la première classe et 553 dans la seconde. Cette répartition permet de mieux caractériser la structure des groupes et souligne l'importance du choix du nombre de classes. Pour visualiser les classes, nous commençons par charger le package RColorBrewer et utiliser la palette Set1. Nous utilisons ensuite la fonction s.class pour représenter les groupes sur les axes 1 et 2, puis sur les axes 3 et 4.
Cette double représentation permet d'examiner la même partition selon deux vues complémentaires et de mieux apprécier la séparation entre les différentes classes. Les deux graphiques présentent la même partition en deux classes, mais selon des axes factoriels différents. Les nuages de points, représentés en rouge et en bleu, se concentrent autour des centres des deux classes, ce qui permet de visualiser leur organisation dans l'espace factoriel. Le seuil commun, fixé à d égale à 0,5, fournit un repère supplémentaire pour apprécier la stabilité et la cohérence de la partition dans les deux représentations. La fonction HCPC du package Factominé permet d'automatiser une grande partie du processus de classification après une analyse factorielle. Elle prend en charge le calcul des distances, la construction du dendrogramme selon la méthode de Ward, puis la détermination d'une partition en classe. Par défaut, la fonction sélectionne la partition correspondant à la plus grande perte relative d'inertie entre deux niveaux successifs du dendrogramme. Cette approche permet ainsi de réaliser plus rapidement les principales étapes de la classification hiérarchique tout en conservant une interprétation statistique des résultats. Nous commençons par charger le package Factominé, puis nous réalisons l'analyse des correspondances multiples avec 5 axes factoriels, en désactivant l'affichage graphique. Nous appliquons ensuite la fonction HCPC au résultat de cette analyse afin de réaliser la classification hiérarchique. Un point important à retenir est que HCPC ne repose pas nécessairement sur le même calcul de distance que celui présenté précédemment. Le choix du nombre d'axes factoriels conservés peut donc influencer les résultats de la classification. Il est ainsi essentiel de bien définir les axes retenus avant d'interpréter les groupes obtenus. Ensuite, nous affichons le dendrogramme à l'aide de la fonction Plot en sélectionnant l'option Autry. Le dendrogramme permet de visualiser la manière dont les groupes se forment et fusionnent progressivement. En parallèle, le graphique du gain d'inertie fournit un indicateur permettant d'identifier le nombre de classes potentiellement le plus pertinent. Pour choisir la partition finale, il est donc important d'interpréter ces deux représentations conjointement, plutôt que de s'appuyer sur une seule d'entre elles. La forme du dendrogramme est le contrôle clé. Ici, HCPC donne un résultat différent de l'approche précédente par matrice de distance, ce qui explique pourquoi la note précédente est importante. La plus forte perte relative d'inertie indique 3 classes, donc c'est la meilleure partition. Si nous souhaitons que le calcul des distances soit cohérent avec celui obtenu avec dist.dudi, nous devons conserver l'ensemble des axes factoriels issus de l'ACM. Pour cela, nous remplaçons NCP égale 5 par NCP égale INF. Nous appliquons ensuite la fonction HCPC au résultat de l'ACM, avec nb.clost égale -1 et graph égale false. Cette configuration permet de laisser HCPC déterminer automatiquement la partition et de reproduire une logique de classification cohérente avec l'approche précédente dans Factominé. Avec ce réglage, le résultat s'aligne à nouveau. Le dendrogramme et les barres de gain d'inertie racontent la même histoire, le choix du regroupement est cohérent. Quand les deux vues concordent, vous pouvez avancer avec beaucoup plus de confiance vers le regroupement final. D'autres représentations sont possibles sur la carte factorielle. Ici, le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3 sont séparés sur dim1 et dim2, la hauteur montrant la structure des fusions. Cela rend la hiérarchie plus facile à lire sous plusieurs angles. Le graphique des gains d'inertie inter-groupe vous aide à choisir ou arrêter la coupe de l'arbre. Remarquez que les premières barres sont beaucoup plus hautes, puis les gains diminuent à mesure que les niveaux augmentent. Ce schéma indique généralement que les divisions les plus informatives se produisent en premier. Sur la carte factorielle, les groupes se répartissent sur les deux dimensions, le groupe 1 à gauche, le groupe 2 en bas à droite et le groupe 3 en haut à droite. Les points étiquetés montrent à quel point chaque groupe est organisé de manière serrée dans le même espace. Cette étape conclut notre présentation du regroupement hiérarchique après une analyse des correspondances multiples avec Factominé. L'idée essentielle à retenir est la suivante. Choisissez une mesure de distance cohérente avec la nature de vos données et votre objectif d'analyse. Examinez ensuite attentivement le dendrogramme et utilisez les gains d'inertie comme indicateur complémentaire pour confirmer le nombre de classes à retenir. Merci pour votre attention et à bientôt pour un prochain tutoriel.